Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir avec nous pour continuer cette soirée après la diffusion de ce film plutôt noir, qui était d'ailleurs interdit au moins de 12 ans à sa sortie. On vient donc de voir ce film Soleil Vert qui aborde énormément de sujets actuels, bien que ce film ait été produit en 1972, sorti en 1973, il y a donc 50 ans déjà, et qui parle justement de l'année 2022. Donc nous y sommes, ce qui rend la soirée de ce soir d'autant plus pertinente. Donc cette dystopie est un des premiers films d'Hollywood à parler d'urgence climatique avec la notion d'effet de serre, de surpopulation, de limitation des ressources et notamment l'accès à l'alimentation, mais aussi les inégalités sociales, la place de la femme et d'autres sujets qu'on va essayer d'aborder et éclairer ce soir dans notre débat intitulé « Plus d'humains, moins d'humanité ». Pour m'aider, nous avons donc fait appel à 4 intervenants que je vais rapidement vous présenter. Donc bonjour à tous les 4. Merci infiniment d'avoir répondu positivement à notre invitation et d'avoir fait le déplacement. Monsieur Toulmont, je vais commencer par vous. Donc vous êtes directeur de recherche à l'INED, donc l'Institut national d'études démographiques à Paris. Vous avez participé et dirigé de nombreuses enquêtes sociodémographiques en France sur les situations conjugales, les comportements de fécondité et de recours à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse. Vos travaux actuels portent sur les comportements de fécondité et les changements familiaux en France. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Madame Christine Margetic, bonjour. Vous êtes professeure de géographie à Nantes Université, membre du laboratoire de géographie sociale ESO. Vos recherches portent sur 2 volets essentiels, le foncier agricole et l'alimentation, au travers en particulier des projets alimentaires territoriaux. Vous êtes membre du réseau national pour un projet alimentaire territorial et suivi des projets à l'échelle nationale, mais également plus locale sur Nantes Métropole. Et cette orientation sur les villes ne s'arrête pas là, car elle se traduit aussi par des travaux portant sur l'agriculture urbaine et la sécurité alimentaire dans 2 pays africains, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Merci à vous d'être là. Madame Mathilde Doisy, bonjour. Vous êtes journaliste indépendante. Vous collaborez ainsi avec des médias locaux nantais, mais aussi nationaux, principalement pour parler d'écologie sous toutes ses formes, en allant sur le terrain ou en poussant la réflexion sur des sujets d'actualité. Parfois, vous faites un pas de côté pour parler de sujets de société et vous êtes également engagé pour l'égalité femmes-hommes dans les médias à travers l'association Prenons la Une. Merci d'être ici ce soir. Monsieur Pierre Bruno, bonjour. Vous êtes ethnologue de formation, reconverti au paysagisme et au jardinage agroécologique depuis 2017. Vous vous intéressez beaucoup aux techniques de jardinage naturel, à la botanique et aux plantes médicinales et nourricières. Depuis plusieurs années, vous vous impliquez dans la création de potagers urbains, le partage d'ethnosavoirs naturalistes et vous vous orientez vers la conception de jardins-forêts. Vous travaillez également actuellement dans l'antenne nantaise de l'association La Sauge comme jardinier pour développer des potagers solidaires dans le cadre du projet Paysage nourricier. On aura l'occasion de reparler plus tard dans la soirée. Donc après ces présentations succinctes, je vais laisser la parole à nos intervenants et je vais donc commencer par ma première question qui va s'adresser plutôt à l'expertise de Monsieur Toulmont. Donc le film présente un monde surpeuplé. Il évoquait 40 millions de personnes entassées dans la mégalopole de New York dans le film. Le film qui est d'ailleurs tiré du livre de Harry Harrison, Make Room, qui veut dire faites de la place en anglais. Pour commencer, pouvez-vous nous faire un état des lieux de la population mondiale actuelle et son évolution prédictive dans les années à venir ? Bonsoir, merci. Donc, plus d'humains, moins d'humanité. On va déjà voir combien il y a d'humains. On parlera après de l'humanité. Au moment où le film est sorti, en 1974, il y avait à peu près 4 milliards d'humains sur la Terre. Et le taux de croissance était de 2%. 2%, ça veut dire qu'on double tous les 35 ans. Donc en 35 ans, on double. En 70 ans, on est multiplié par 4, etc. Donc il y avait vraiment une crainte de l'envahissement de la planète par la population. Et aujourd'hui, donc pas 35 ans, mais 45 ans ou 50 ans plus tard, on est 8 millions, donc on est effectivement 2 fois plus. Et on prévoit que la population va continuer à augmenter, mais la croissance n'est plus que de 1%. Et vers 2060-2070, la croissance devrait s'arrêter. Le nombre des humains devrait plafonner à peu près à 10 milliards. Alors quand on dit 10 milliards, c'est peut-être entre 9 et 11. Et ça, c'est pratiquement certain. Parce que les hommes qui sont là, les 8 milliards, ils sont déjà là.
Ils sont jeunes, ils vont vieillir, donc il va y avoir plus d'adultes, il va y avoir beaucoup plus de personnes âgées. Donc ça, on le sait. Alors ce qui va se passer après 2070, 2080, 2100, là, il y a plus d'incertitudes. Et on le sait parce qu'il y a un mécanisme qu'on appelle la transition démographique qui fait qu'on passe d'un état à un autre. Le premier état du système, c'est un état où les gens meurent beaucoup à tous les âges. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent, les gens font beaucoup d'enfants. Et puis, il y a un deuxième état où les gens vivent plus longtemps et font moins d'enfants. Et entre ces deux états, il y a une transition. En fait, c'est la mortalité qui commence à baisser. Les enfants arrêtent de mourir, les adultes meurent moins, et du coup, les familles deviennent plus nombreuses. Et les gens mettent un certain temps à s'en rendre compte et à se dire que quand les 2 tiers des enfants meurent, il faut faire 6 enfants pour avoir une chance d'avoir un enfant pour s'occuper de soi quand on est âgé. Mais quand les 6 enfants vivent, il faut arrêter de faire 6 enfants. Et du coup, la fécondité baisse, et aujourd'hui, à l'échelle de la planète, on est plutôt à peine plus que 2 enfants par couple en moyenne, ou par femme ou par homme. Et donc, on sait que la croissance va s'arrêter d'ici 40 ou 50 ans. Après, ce qui se passera après, on ne le sait pas. Mais donc, on est vraiment dans une situation très différente du moment où il y avait ce film, où il y avait vraiment l'idée qu'il y avait une explosion qui était inévitable. Et maintenant, l'explosion, elle a eu lieu. Alors, est-ce qu'on est mieux aujourd'hui qu'il y a 45 ans? Il faut essayer de se remettre. Qu'est-ce que c'était que la vie en 75? Combien il y avait d'hommes qui mouraient de faim? Combien il y en a aujourd'hui qui meurent de faim? On sait bien que les préoccupations climatiques qui commençaient à cette époque-là, justement, à Hollywood, vous l'avez dit, c'est le premier film qui parle de ça. Maintenant, il y a quand même beaucoup plus une conscience de tous les problèmes liés à la population, au réchauffement climatique. Mais il faut bien voir que, d'une part, la population va continuer à augmenter jusqu'à 10 milliards. Ce qui va se passer après, on ne sait pas trop. Mais d'autre part, la population ne va pas continuer à exploser. On est vraiment sur un ralentissement de la croissance. Ok, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Madame Christine Margetic, face à ces évolutions globales, ces projections démographiques, mais aussi climatiques face au changement climatique déjà commencé, comment pouvons-nous imaginer nourrir cette population mondiale en augmentation, et comment rendre cette alimentation durable, et comment pourrions-nous imaginer l'alimentation de demain? Bonsoir. Alors, je vais commencer peut-être par vous rassurer. Je ne suis pas persuadée que l'alimentation de demain sera celle qui vous a été présentée dans le film. Je l'espère en tout cas. Alors la question, elle est vaste, effectivement. Je pense que ça oblige à réfléchir sur, en particulier, le régime alimentaire que l'on veut bien continuer à mettre en place, et chacun d'entre nous, ce qu'il accepte de manger et de ne pas manger. Ces régimes alimentaires sont essentiels par rapport à l'évolution de la population, qui va commencer à décliner, notamment dans le monde asiatique, mais malgré tout, quand on voit que les Chinois progressent et ont un mode d'alimentation de plus en plus américanisé, ça interroge. Ça interroge d'autant plus qu'on est majoritairement dans notre consommation à manger des produits transformés. Et ça aussi, ça a une importance. On y reviendra par la suite. Donc ces régimes alimentaires sont une première donnée, je dirais, par rapport à cette alimentation durable. Si on modifie nos régimes, si on diminue la part de la viande tout en continuant à consommer de la viande pour un certain nombre de raisons, on en a besoin aussi de cette viande, ça va modifier les choses. Et la deuxième idée, c'est quel modèle alimentaire veut-on privilégier? Et dans ce registre-là, souvent on a tendance à opposer deux grands modèles. Un modèle plutôt techniciste qui renvoie à tout ce qui est alimentation ou agriculture 3.0. Aujourd'hui, on parle même de 4.0. Est-ce que vous êtes tenté de consommer un steak en 3D? On commence à en faire. Est-ce que c'est ça l'alimentation de demain? De jouer sur des molécules? Alors bien sûr, on avait déjà évoqué les pilules, c'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ça l'alimentation de demain? Une alimentation et donc qui provient d'une agriculture très techniciste, quitte des fermes verticales qui sont déjà en ville. Est-ce que vous voulez consommer des salades, et pas seulement qui sont fabriquées finalement dans des tours,
hein. C'est aussi une question, c'est peut-être la solution, hein. Et puis, par opposition à ce modèle, certains vont parler des apocalyptiques écologistes, hein, c'est-à-dire l'agriculture biologique peut-elle nourrir la planète? Là aussi, il y a certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Par rapport à la durabilité des systèmes, c'est vrai que ça a de nombreux avantages, hein, mais on peut supposer que ce sera un peu un mix de tout ça, sur lequel on devra s'appuyer sans doute. Merci beaucoup. Donc, si on reste un petit peu plutôt dans cette deuxième partie évoquée, on vient de parler d'alimentation durable et d'alimentation de demain. Parlons d'aujourd'hui, Pierre Bruno. Pouvez-vous nous rappeler brièvement les grands principes de l'agroécologie évoqués par Madame Margetic, de l'agroforesterie et de l'agriculture biologique, et surtout comment pourrions-nous les intégrer dans l'immense défi environnemental qui nous attend? Oui, c'est un gros programme. Je pense que je suis très incapable de répondre à toutes ces questions. Comment les intégrer dans le domaine global. J'ai repris tout bêtement en fait les définitions qui sont les définitions qui évoluent énormément, sur lesquelles il n'y a pas de consensus. En fait, quand on parle d'agroécologie, c'est l'alliance de deux mots, c'est les savoirs agronomiques d'un côté, qui sont donc des savoirs scientifiques, et l'écologie, qui est également une science. Et donc, c'est comment utiliser toute la science moderne pour réussir à continuer à cultiver. Il y a des exceptions qui sont en fait assez anciennes. On parle d'agroécologie depuis longtemps, ça se décline sous plein de formats différents. On parle d'agroforesterie, on parle de forêt-jardin, de forêt nourricière, qui sont pour l'instant des épiphénomènes, hein, pour être tout à fait honnête. Et l'agroécologie telle qu'elle est conçue aujourd'hui, j'ai repris la définition du journal officiel de 2015, qui est donc celle qui avait été actée sous le ministère de Stéphane Le Foll, sous lequel il y a eu certaines impulsions. Ils appelaient donc ça, alors, sur la presse ça a été décliné, il y a eu des plans 2015, 2017, 2022, donc cette année ça clôture un des grands projets qui était de faire de l'agriculture biologique. Normalement, l'objectif c'était d'occuper 15% des surfaces agricoles utiles. On en est aujourd'hui encore très très loin. Et la définition donc qui avait été donnée, c'est l'ensemble des pratiques agricoles privilégiant les interactions biologiques et visant à une utilisation optimale des agrosystèmes, donc tous les systèmes sur lesquels on peut faire de la production nourricière, donc végétale et animale. Et je voulais cette définition la mettre en écho avec une définition qui est plus vieille, qui date de 1983. Mais en fait, l'agroécologie, c'est un mélange de sciences qui est très différent dans les différents pays du monde, et qui a plus d'une centaine d'années. Ça date des années 20 sur les premiers travaux de recherche, mais qui étaient uniquement des travaux scientifiques, qui n'étaient pas forcément voués à, dans un premier temps, être appliquée. Et cette définition, c'est celle de Miguel Altieri, dans un ouvrage qui a fait référence dans les années 80, et qui lui, sa définition, c'était la science de la gestion des ressources naturelles au bénéfice des plus démunis, confrontés à un environnement défavorable. Donc on voit bien qu'entre un ensemble de pratiques privilégiant des interactions et une utilisation optimale des agrosystèmes et la définition, qui est une définition un peu plus militante, il y a vraiment une différence énorme, il y a un gouffre qui est vraiment énorme. Et après, les agrosystèmes, il y a plein de choses différentes. L'agriculture biologique, c'est un mode de production en soi, qui relève assez peu de la philosophie. Quand on parle d'agroécologie et tout ça, on peut aller jusqu'à des systèmes qui sont beaucoup plus complexes, comme la syntropie, qui est relativement inconnu du grand public, en tout cas chez nous, qui a été mis beaucoup en place sous l'impulsion d'Ernst Götz, et qui est pas brésilien, mais qui au Brésil depuis une quarantaine d'années participe à faire des écosystèmes cultivés sur la base des savoirs en agroforesterie. Ils ont transformé des millions d'hectares
en zone nourricière sur des sols qui étaient réputés impropres. Donc, après on est un petit pays en France, mais il y a plein de choses qui peuvent se faire de façon différente. Il y a une très grande diversité de systèmes, de sols chez nous. Et donc, on connaît plein. Je sais pas si vous connaissez un peu. Il y a plein d'expérimentations différentes chez nous. On brasse en fait quelque chose qui est très large, qui va de la permaculture à des inspirations anciennes. En fait, on redécouvre des choses dont le savoir scientifique parfois est malheureusement obligé de valider pour réussir ensuite à passer dans des grands projets d'ensemble. Et pour l'instant, l'agroécologie, en France en tout cas, telle qu'elle est vue par les ministères, elle est sur la base du volontariat. Voilà. Donc c'est à peu près là où on se situe pour le moment. Donc on aurait quand même un petit peu d'espoir. On vient donc de parler de démographie, de sujets de l'alimentation qui sont des sujets centraux dans le film. Mathilde Oasis, si on revient à l'aspect plus social sur lequel insiste également beaucoup le film, pensez-vous que l'accès à la nourriture saine, uniquement possible pour une minorité de nantis, comme le montre le film, est également une réalité de nos jours? Et auquel cas, comment faire pour réduire ces disparités d'accès à une alimentation saine? Je ne sais pas si c'est forcément une réalité aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on met beaucoup en avant certaines inégalités qui sont de plus en plus criantes et de plus en plus dénoncées, sans doute. Et dans l'accès à l'alimentation, bien sûr qu'il y en a. C'est sans doute lié au prix de certains aliments et aussi à une question d'éducation. Parce que ce qu'on remarque... D'après les personnes que j'ai interviewées pour certains articles, me rapportaient certaines études comme quoi, par exemple, pour avoir accès à une alimentation saine, il faut manger davantage de fruits et légumes. Et que les fruits et légumes, par calories, sont 3 à 4 fois plus chers pour une calorie que des féculents ou des produits sucrés, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut investir plus, payer plus cher pour avoir accès à cette alimentation saine. Mais encore une fois, il y a des stratégies à mettre en place, peut-être pour... avoir accès à ces fruits et légumes, par exemple à cette alimentation saine, c'est-à-dire si on réduit la part de la viande, par exemple, Madame Margetti en parlait un petit peu, on sait que la viande coûte plus cher dans le portefeuille que peut-être d'autres aliments, donc ça peut aussi permettre de se tourner vers une alimentation saine et durable. Mais en fait, les personnes qui aujourd'hui mangent sainement, ce ne sont pas forcément les plus riches, ça aussi les études le démontrent, parce que c'est corrélé au revenu, bien sûr, mais c'est aussi corrélé à un niveau d'éducation qui fait qu'on comprend en fait le système de production alimentaire et qu'on comprend aussi ce qui est bon et sain pour nous. Et ça, c'est pas lié uniquement au revenu. Donc là, dans le film, ce sont les plus riches qui mangent le mieux, mais aujourd'hui, en tout cas dans notre société, c'est pas forcément le cas. Il y a du coup, il y a aussi d'autres études qui ont été faites sur le fait que les personnes qui se dirigent vers une alimentation plus saine, biologique, davantage fournie en fruits et légumes, ce sont des personnes qui parfois ont des plus hauts niveaux de revenus ou un plus fort niveau d'éducation. C'est par exemple ce qu'on retrouve dans les catégories de personnes qu'on retrouve dans des AMAP, dans des supermarchés coopératifs. Les disparités de revenus peuvent parfois être grandes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que c'est tous des bobos qui ont beaucoup de moyens. Par contre, c'est assez uniforme en termes de niveau d'éducation. Donc c'est là où on voit qu'il y a sans doute des enjeux au niveau de l'éducation à faire si on veut éviter d'aller vers des formes d'inégalité pour avoir accès à une alimentation saine pour tous et toutes. Voilà. Merci beaucoup pour cet aspect un peu éducation qu'on n'avait pas évoqué et qui nous aiderait dans ce sens. Du coup, donc, on vient d'évoquer cet aspect inégalitaire de l'impact du changement climatique sur les populations. Pierre Bruno, nous savons que l'un des grands enjeux politiques publics et surtout locaux serait de les réduire. Vous, en tant qu'acteur local impliqué dans les politiques environnementales, pouvez-vous nous décrire votre travail à la Sauge, soutenu par la ville de Nantes? Quels sont vos leviers d'action et surtout comment gérez-vous les contradictions auxquelles vous êtes confrontés? Vous m'aviez parlé des problématiques de gentrification, d'éloignement des centres-villes, des lieux de production agricole, par exemple.
Oui, donc j'ai mis jardinier animateur comme dans ma description. Le travail que je faisais à la Sauge et qui s'est terminé la semaine dernière, parce que ça fera peut-être écho à la question d'après, mais en fait je vais déménager, donc j'ai déjà une réponse un peu à qu'est-ce que moi j'aimerais faire dans la vie, mais j'étais donc en charge d'un programme qui s'appelle Paysage nourricier. Enfin, pas de ce programme-là, mais du programme-là dans l'association de la Sauge, parce qu'on était 5 associations à Nantes à gérer et animer en fait un certain nombre de parcelles que la mairie avait commencé à transformer depuis 2020 en potagers qui sont tous différents par nature. Il y avait des potagers en bac, il y en avait en pleine terre, répartis dans à peu près tous les quartiers de la ville. Et en fait, le travail qu'on faisait et qu'on continue à faire sur ces parcelles-là, c'est donc de les animer avec les habitants et les habitantes du quartier. Donc en fait, on a un soutien technique de la mairie qui nous accompagne là-dedans, et on jardine avec les gens qu'il faut aussi, ce qui est peut-être une des choses les plus difficiles, de faire pousser des carottes et des tomates, c'est pas forcément très compliqué, mais le plus dur c'est de faire venir des gens sur les parcelles en fait, sur les parcelles de potager, parce que c'est pas parce qu'elles sont créées que les gens viennent. Donc c'est des projets, des potagers sur lesquels qui sont assez petits, hein, ça fait entre 100 et 200 mètres carrés sur la plupart des parcelles. Il y avait un double objectif qui était posé par la mairie, parce que c'est un projet qui est assez suivi, avec des rendus, avec des suivis. C'était à la fois de pouvoir sortir vraiment de la production maraîchère de ces parcelles-là, en s'imaginant évidemment que ça va on peut sans parler d'agronomie, mais sur des parcelles de quelques dizaines ou centaines de mètres carrés, on peut produire que relativement peu. Et du coup, l'autre objectif de ces potagers-là, c'était aussi, enfin, je peux le dire maintenant avec un peu plus de recul, mais c'est aussi un grand sac d'énormément d'enjeux différents qui sont posés par la mairie. On nous demandait à la fois de faire de l'éducation à l'alimentation durable, au jardinage, à l'écologie. On est impliqué aussi dans la semaine de la santé mentale. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Les 2 potagers, moi, que j'avais en charge, étaient très différents en termes de public qui pouvait venir. Donc voilà, mon travail, c'était de jardiner en fait avec les gens et de passer un temps relativement réduit par semaine au final, parce que c'était petit budget, dans ces potagers-là, pour essayer de faire au mieux avec différents acteurs impliqués dans le quartier, avec des restaurants intergénérationnels, avec des associations comme de la graine à l'assiette ou des associations d'accueil de migrants aussi. Donc c'est vraiment un très gros volet social et un volet productif. Sachant qu'on est accompagné, une grosse partie de ces récoltes-là sont redistribuées par le biais des paniers alimentaires, qui sont en grosse partie abondées par d'autres parcelles dans la ville qui, elles, sont jardinées par les jardiniers de secteur de la mairie, qui rapportent 70, je pense au moins 70% du volume de ce qui était produit, en grosse partie au Grand Blotreau, qui produit beaucoup de choux et de courges qui font beaucoup de masse. Donc voilà, le travail c'était ça. En termes de levier, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, mais c'est très intéressant dans le contact déjà jardiner, parce que moi j'adore faire du potager, et puis que c'est génial de réussir à partager avec des gens dont souvent l'implication est plutôt liée à des souvenirs. Moi j'ai l'impression que il y a des gens qui sont plus intéressés par des techniques de jardinage et tout ça, mais en fait on fait de l'animation socio-culturelle en vérité. Le projet nourricier, enfin la partie vraiment nourricière et tout ça, ça dépend des jardins. Il y en a qui produisent énormément, qui ont des potagers magnifiques et qui peuvent faire un peu plus ça. Nous, on s'est plus tourné vers de l'animation, de l'éducation à l'environnement, et la gentrification dont tu parles, c'est dans un des quartiers, dans le quartier du centre-ville en particulier. On s'est retrouvé, normalement, c'est censé bénéficier à des gens que la mairie avait définis comme étant en précarité alimentaire. Mais on refusait personne au jardin pour autant. Et donc au centre-ville, c'était un mélange de populations assez diverses, qu'il est surtout très difficile de faire venir en fait des animations dans les jardins, ou de faire rester de saison en saison.
Et après, dans l'autre quartier, dans le quartier du Breil, dans le nord de Nantes, c'était encore un autre problème, c'est que c'est vraiment des populations plutôt défavorisées et des personnes âgées qui s'impliquent beaucoup dans le milieu associatif local et qui venaient jardiner avec nous. Moi, c'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un qui a l'habitude de manger depuis 3 fois par jour, on espère depuis longtemps. Quel est le bon fruit et le bon légume à manger? C'est une position qui est un peu difficile à trouver, dans laquelle je suis pas très à l'aise, à vrai dire. Donc en fait, ça me fait penser. J'aimerais partager cette référence-là avec vous parce que j'ai découvert il y a pas longtemps un ethnologue qui s'appelle Dusan Kazik, qui a écrit un bouquin qui est vraiment génial. Et qui lui parle de devenir et de reconnaître des animateurs du vivant pour en finir avec des producteurs. Et en fait, il parle des plantes comme des maîtres d'apprentissage. Et ce qui est vachement intéressant, je pense que c'est un vrai levier d'action qu'on fait aussi quand on fait un peu de l'animation socio-Q, c'est en fait de partager des choses avec des gens et de créer des relations là autour d'un potager, mais en fait le potager est presque un prétexte. C'est encore mieux s'il peut produire et nous nourrir, mais lui, c'est maître d'apprentissage. Ce qu'il essaie de faire dans son bouquin, qui est hyper intéressant, c'est de faire parler les producteurs, des maraîchers, surtout, qui sont en conventionnel, en biologique, peu importe. Il a pas fait de distinction. Leur faire parler de leur rapport au végétal, en fait. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose. Vous parliez de société techniciste. En fait, c'est souvent ça, ce que l'INRA ne demande jamais, par exemple, à des agriculteurs, qu'on appelle d'ailleurs souvent des producteurs, même nous, dans le langage courant. On leur demande jamais qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils vivent avec les plantes, est-ce qu'ils ont des relations avec eux. On leur demande de sortir de la masse. Et en fait, il y a un problème. On est à un nœud où certaines personnes qui sont très urbaines ne peuvent très bien ne pas jamais avoir connu des vraies expériences de nature, alors qu'on a un besoin fou de nature. Même si tout le monde c'est pas très égalitaire, on n'a pas tous autant besoin de nature. Les travaux de psycho dernièrement sont assez intéressants là-dessus parce que il y a des besoins, ce qu'on appelle la biophilie, c'est tout ce besoin qu'on peut avoir que les humains, qu'on est des animaux aussi, mais du besoin de contact qu'on a avec la nature. Et c'est vrai qu'en ville c'est souvent compliqué. Et bon, bref, Dusan Kazik est intéressant là-dessus parce que il essaie de parler d'une agriculture des relations, et il y a peut-être ça qu'il faut aller un peu chercher dans des leviers d'action. C'est un changement de rapport avec le monde végétal et animal, et puis avec les gens qui l'entretiennent et qui l'animent, en fait, qui sont de moins en moins nombreux et qui se foutent en l'air parce que c'est très compliqué de faire ça et que c'est la part cachée. Ça me fait penser aux abattoirs. Là, c'est un peu comme quand les abattoirs avaient bougé à Paris, de toutes les villes en général, mais du centre-ville. Il y a un éloignement de la mort. Et avec le végétal, les animaux aussi, mais avec le végétal, c'est un peu pareil. Il y a une espèce d'éloignement du rapport au vivant, qui est pas. C'est un lien qui est assez fort. Merci beaucoup. Christine Margetti, je vous sentais peut-être avoir envie de rebondir. Si on revient aussi un peu sur le volet alimentation, on a parlé d'alimentation plus précisément tout à l'heure. Le film montre également une société capitaliste à bout de ressources. Comment éviter les contraintes à l'accès aux ressources alimentaires? L'autonomie, la souveraineté alimentaire dont on entend beaucoup parler en ce moment pourrait-elle être des solutions? Et quels sont les défis des villes en termes d'accès à l'alimentation également? Alors pour continuer sur la réflexion vraiment intéressante, je dirais, quand on parle de dépasser les contraintes, etc., c'est vrai que moi j'en suis persuadée, c'est quelle relation on a avec son alimentation. L'alimentation a ceci de particulier que c'est finalement, il n'y a que 2 types de produits que l'on avale. Ce sont les aliments d'un côté, les produits pharmaceutiques de l'autre. Et c'est vrai qu'il y a un rapprochement éventuellement que l'on peut faire parce que ça va jouer sur la santé humaine, ça va jouer sur
aussi la manière dont on envisage son environnement, ses besoins, etc. Et donc dépasser les contraintes, c'est aussi vraiment se projeter sur ce que l'on avale. En fait, on n'est pas des consommateurs. L'objectif, c'est de dépasser ce stade de consommer. Consommateur, ça renvoie à la société de consommation de masse, mise en place à partir des années 60, 70. L'industrialisation de l'agriculture a permis des volumes. Donc, on a profité de ces volumes. Aujourd'hui, la logique, elle est plutôt de partir sur la notion de mangeur. Et quand on est mangeur, on pense à 2 fois éventuellement avant d'avaler quelque chose. Ça, c'est vraiment à avoir à l'esprit. Or, qui pilote, je dirais, la machine? Ce système, il est piloté en particulier par les firmes agro-industrielles. Et ces firmes agro-industrielles, elles ont leur propre stratégie, elles ont leur propre déploiement international. Les plus grosses firmes, elles ont des PIB qui sont supérieurs à ceux d'un certain nombre de pays dans le monde. Donc ce sont vraiment des structures très lourdes qui imposent finalement leurs règles, alors qui ont évolué au fil du temps. Faut pas croire. Moi, je suis originaire du nord de la France. J'ai travaillé sur les industries dans le nord. Et à Danone, on a un site à Bailleul, un de leurs gros sites, leur 2e site en France. À l'époque, il y a 20 ans, ils nous disaient non, nous, on n'ira jamais sur le bio. Aujourd'hui, ils font du bio. Donc, il y a des évolutions, il y a des changements, mais c'est relativement lent, c'est un peu ça. Et ça oblige à penser aussi, donc, en termes d'autonomie, de souveraineté alimentaire. Qui, pour piloter même à un niveau supérieur, il y a des enjeux politiques, mais j'y reviendrai ensuite. Et puis, l'autonomie, c'est tout le mouvement des locavores aussi. Est-ce que vous êtes prêt à, d'une certaine manière, un locavore va se nourrir avec tout ce qu'il y a de disponible dans un rayon de 150 km. Alors sur Nantes, vous avez de la chance parce que à proximité, vous avez vraiment toute une diversité de production agricole, d'industrie, donc pas trop de soucis. Quand vous êtes sur Bordeaux, c'est déjà un peu plus compliqué. Bordeaux, l'agglomération bordelaise, a de quoi se nourrir 2 jours sur l'année. Donc comment on fait le reste de l'année? Et disons qu'à part le vin, il n'y a pas grand-chose. Donc comment être locavore quand on est sur le Bordelais? Même nantais, ça veut dire 150 km, vous n'avez plus d'huile d'olive, vous n'avez plus de produits de saison du sud, et qui plus est, plus de produits tropicaux. Alors là, c'est la ruine d'un certain nombre de pays qui ne vivent que grâce à l'exportation de leurs produits tropicaux. Et donc, toute la logique du système, elle repose quand même sur un minimum de flux. Où sont les bassins de production? Où sont les bassins de consommation? C'est rarement associé dans l'espace. Et ça aussi, c'est une vraie contrainte qu'il faut prendre en considération. Alors on a vu, notamment au niveau des villes, on a parlé des AMAP, les circuits courts de proximité comme étant un modèle effectivement à développer. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans ma région nord, on a toujours fait des circuits courts, notamment avec la construction, le développement des mines. Les agriculteurs approvisionnaient les mineurs en pommes de terre en particulier, pommes quand ça venait de tirage, fromage, etc. Donc ça c'est 1880, dans les années 1800, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. On redécouvre des choses, mais même chose, ces circuits courts ne peuvent pas nourrir une ville. On est quoi? On est toujours sur des marchés de niche. On ne pourra jamais nourrir la ville en totalité uniquement avec ce qui est produit dans ou autour de la ville. Ça, c'est vraiment quelque chose à avoir à l'esprit. Donc, il y aura toujours des flux qui viennent de plus ou moins longue distance, mais on aura quand même toujours ces flux. Et puis, c'est se poser la question finalement de comment on passe d'une transition alimentaire,
comment on raisonne autour de ces flux, pour quel type de produit, donc pour quel type d'alimentation, à peut-être un raisonnement en termes de rupture, non pas un retour en arrière par rapport à ce qu'on pouvait manger autrefois. Faut pas oublier qu'on avait plutôt tendance à mourir jeune et l'alimentation n'était pas forcément très bien conservée, etc. Donc en termes de qualité sanitaire, pas toujours terrible. Aujourd'hui, on a la qualité sanitaire normalement partout. En Afrique, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça existe quand même malgré tout. Mais une rupture pour pouvoir justement se projeter sur l'avenir, autour de toujours la même chose. Que veut-on manger demain? Et en sachant que les villes ne se nourriront pas à partir de leur propre territoire uniquement. Merci beaucoup pour ces éclaircissements sur le thème central que le film montrait, donc de l'alimentation. On va à présent laisser un peu de côté cet aspect-là. On pourra y revenir tout à l'heure lors du temps des questions. On se gardera 15 minutes à la fin du débat pour pouvoir réévoquer ce thème-là si vous le souhaitez. On va à présent évoquer un autre aspect lui aussi très présent dans le film, à savoir le mode de société mis en avant. Laurent Toulmont, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la population mondiale va augmenter. Ainsi, on a en droit de se poser la question très bien évoquée dans le long métrage par ailleurs. Comment peut-on vivre dans un monde très peuplé? Comment continuer à faire minimum société dans un monde contraint de la sorte? Alors, c'est une question très large. Donc, le film évoque énormément de sujets. Il y a la relation à la vérité, au mensonge. Il y a la violence. Il y a les différences sociales, le couvre-feu, les rôles des femmes. Enfin, il y a toute une série de questions et il y a une présentation de la société qui est très particulière dans cette ville de New York. Ensuite, la nature est morte partout. Il n'y a plus d'océan, il y a peut-être quelques fermes gigantesques qui sont apparemment protégées derrière des miradors. Bon. Donc, on imagine une campagne qui est pas très hospitalière. Donc, tout ça pour faire société, c'est très complexe et on voit à l'échelle, si on revient à l'échelle de la planète, il y a un élément qui est très important, c'est les inégalités entre les différents continents, entre les différents pays, à l'intérieur des pays. Et si on prend un peu de recul depuis, encore une fois, l'époque où le film a été fait, la qualité de l'alimentation s'est quand même beaucoup augmentée, c'est bien amélioré. La mortalité des enfants a disparu, l'éducation des enfants s'est aussi beaucoup améliorée. Donc il y a beaucoup de choses qui ont progressé. Il y a une inquiétude évidemment sur les ressources et comment est-ce que la société fait pour s'installer, vivre avec les légumes, l'environnement, les autres humains. Bon. Mais globalement, je crois que c'est quand même important de garder l'idée que à l'échelle de la planète, depuis une cinquantaine d'années, il y avait des craintes de famines gigantesques. Or, aujourd'hui, les famines, elles sont plutôt liées à des problèmes politiques, des problèmes de guerre, des problèmes de déplacement de population, qu'une pénurie alimentaire. Alors, peut-être que c'est justement l'agroalimentaire qui permet de nourrir peut-être pas très bien, mais tout le monde. Mais on voit bien, c'est ce que vous disiez, il y a des problèmes de flux. Mais pour que les flux soient possibles, sans qu'ils soient complètement délirants, mais il faut déjà que les gens puissent passer, puissent se déplacer. Donc, il y a ces aspects-là. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que pour le moment, alors c'est un petit peu à côté, jusqu'ici tout va bien, il y a bien un moment où il va falloir arrêter, vous parliez de rupture tout à l'heure, mais je crois que quand on s'interroge sur les limites, est-ce que les sociétés sont possibles? Donc il y a maintenant 55% des habitants qui vivent dans des villes, il y a des continents où c'est plutôt 80%, en Amérique du Nord, en Europe on est plutôt à 75%, mais les gens vivent quand même mieux, globalement on vit mieux dans les villes que dans les campagnes, parce qu'il y a une meilleure santé, une meilleure éducation. Alors maintenant, est-ce que c'est soutenable et jusqu'où c'est soutenable? Ça, c'est une question qui est vraiment très importante parce qu'elle est devant nous. Mais quand on regarde, encore une fois, l'évolution depuis une cinquantaine d'années, on peut pas dire que... alors je reviens sur la question de la population, puisque vous me faites venir ici en tant que démographe. La pression de population, c'est pas elle qui fait la limitation des ressources.
d'ici, disons, 40 ou 50 ans, on va avoir plus de consommation, on va avoir plus d'humains, plus de consommation par humain. Mais aujourd'hui, la consommation par humain, elle augmente dans des pays où la population n'augmente pas. Et la population augmente beaucoup dans des continents où la consommation par humain est très faible et augmente très peu. Donc ces deux phénomènes, alors bon, par contre, vous évoquez la Chine, il y a des pays où les deux augmentent, mais bon, la Chine, elle augmente déjà beaucoup moins vite, beaucoup moins que prévu. Elle va avoir des problèmes de vieillissement, d'adaptation de la société. Alors on voit, c'est en même temps une gigantesque dictature. Hein, donc c'est pas seulement la question de vieillissement qui se pose quand on observe un continent comme la Chine, mais ça n'empêche que vous parliez de faire société. Ce que j'ai envie de dire comme message, c'est que la surpopulation qu'on voit là à New York, quand on voit ces escaliers pleins de gens avec quelqu'un, on ne sait pas trop s'il les surveille ou s'il les empêche de monter dans les étages supérieurs. Apparemment, c'est les deux en même temps. Bon, donc il y a vraiment une vision de ville qui explose, qui est surpeuplée. En plus, il y a le couvre-feu. Et enfin, j'aurais tendance à dire que les problèmes qui sont devant nous, ils sont très importants, mais c'est pas le nombre des humains. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on va passer de 8 milliards à 10 milliards, c'est pas négociable. Hein. Les gens, ils sont déjà là, et sauf catastrophe gigantesque, et espérons que ça n'arrivera pas, on va bien continuer à augmenter. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher de faire société, pour revenir à votre question. Merci beaucoup. Pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Tout-le-Monde, Christine Margetic, quelles sont, selon vous, les vulnérabilités de nos sociétés face à ces enjeux de limitation d'accès aux ressources, et quelles pourraient être les réponses à y apporter? J'aime bien les questions vagues, désolée. Oui, c'est toujours très large. Alors, il nous faudrait au moins 3 heures à chaque question, je dois dire. Les vulnérabilités, elles ont déjà été évoquées, c'est certain. Des vulnérabilités écologiques, environnementales, c'est certain. Même si ça pourrait être un atout, je finirai là-dessus. Je laisse le suspense. Des vulnérabilités sociales, incontournables, en sachant que, ça a été dit, hein, le prix joue beaucoup. Mais surtout, c'est quoi le juste prix, vous voyez, de notre alimentation en général, hein. C'est ça aussi qu'il faut s'interroger. Vulnérabilité, c'est pour moi avant tout une dimension politique. Comment les politiques, et notamment les politiques à l'échelle du monde, travaillent ces questions, alors même que la FAO, donc l'Organisation mondiale de l'alimentation, dans ses rapports, hein, les prospectives pour demain, elle remet pas vraiment en cause le fait que à l'échelle de la planète, on a à peu près 700 millions de personnes qui ont faim, dont 500 millions d'agriculteurs. Donc demain, les projections qui sont faites, elles considèrent toujours d'une certaine manière que s'il y a des populations qui ont faim, c'est un peu inhérent au système aussi. Ça aussi, ça interroge. Comment penser aussi les choses, alors même qu'il y a un organisme mondial, hein, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui pilote tout ce qui est activité dans le monde, hein, dans plein de domaines, et notamment au niveau de l'agriculture, qui fixe les règles du jeu sur, par exemple, la taille des crevettes que vous pouvez commercialiser. Hein. Donc on a comme ça un certain nombre d'acteurs importants, internationaux, qu'on retrouve et qu'on décline ensuite à différentes échelles. Et à chaque fois, chaque acteur finalement privilégie un certain nombre d'éléments, éventuellement aller jusqu'à la dictature et imposer un peu la famine comme règle de fonctionnement d'une société. On peut penser à la Corée du Nord, par exemple. Donc la dimension politique, elle est vraiment essentielle. Et dans nos pays, pour revenir à nos pays, c'est là où on va trouver, vous avez sans doute entendu parler du projet alimentaire territorial de Nantes Métropole, et donc toute une appropriation de cette question alimentaire par les politiques. Et je dirais, c'est vrai au niveau mondial déjà, notamment à partir de 2008. 2008, c'est quoi? Bon, c'est la crise financière, bien sûr, mais 2008, ce sont les émeutes de la faim. C'est la première fois depuis très longtemps que l'on a des émeutes de personnes donc, qui ont faim,
mais qui font des émeutes, non pas dans les campagnes, mais dans les villes. Parce que les gens n'avaient même plus assez d'argent pour acheter, par exemple, une baguette de pain ou leur aliment de base dans leur pays. Il y a eu des photos qui circulaient des Mexicains avec une baguette de pain, c'est pour ça que j'en parle, dans la rue, par exemple. Donc on a eu un vrai électrochoc à partir de ce moment-là, et c'est depuis ce temps-là que, finalement, la question alimentaire est une question qui est redevenue d'actualité dans un certain nombre de pays dans le monde, et notamment aussi en Europe, et notamment en France. Et en France, depuis 2014, donc ont été mis en avant ces projets alimentaires territoriaux avec de vraies réflexions. C'est quoi l'alimentation ? L'alimentation, c'est pas seulement ce que vous avez dans la main et que vous allez mettre dans votre bouche, c'est de l'urbanisme. Comment on le produit, sous quelle forme ? C'est de l'aménagement du territoire, c'est de la culture, de la gastronomie aussi, c'est se faire plaisir, hein, c'est de la santé, c'est du social, de l'éducation, etc. Il y a plein d'éléments, de thématiques qui sont à aborder. Donc les vulnérabilités, elles apparaissent, je dirais, de manière différenciée selon l'angle d'attaque que l'on va privilégier. Et pour pas prendre la parole trop longtemps, il y a une dimension malgré tout qui est essentielle, et il y a plein de lois là aussi qui progressivement en parlent. C'est la terre. Pas le foncier, pas le mot foncier agricole, comme on a l'habitude de l'utiliser, mais plutôt parler de la terre, celle que vous penchez, vous pouvez ramasser, et finalement on se rend compte que la terre nourricière, moi j'utilise, et ça a été utilisé dans le SCOT de Lorient, ils s'en étaient pas vraiment rendus compte d'ailleurs, la terre alimentaire, c'est quelque chose à prendre en considération. Et quand on change les mots, on parle de terres agricoles, les terres agricoles, si on a un nouveau lotissement qui se construit dans une ville, sur des terres agricoles, il y a toujours des terres agricoles autour. Quand vous changez le terme et que vous mettez terre alimentaire, c'est-à-dire, ah oui, mais cette parcelle qui va partir là, demain, comment moi je vais me nourrir ? Là, ça change complètement les choses. D'où des ZAD. Alors vous allez me dire, je ne parle pas de Notre-Dame-des-Landes. Moi, mon exemple, c'est surtout à Montbrisson, vous avez une ZAD qui s'appelle la ZAD patate. C'est les citoyens, donc en opposition à un projet immobilier, ils se sont mobilisés, ils ont planté les patates. Ils ont récolté les patates et depuis, ils luttent. La deuxième année, ils ont planté des fraisiers, ils ont continué, un potager, enfin des légumes, etc. Et c'est là aussi où éventuellement on a, je dirais, des possibilités. C'est-à-dire les citoyens. Il y a deux niveaux. Le politique, il y a plein de lois. Hein. La dernière, c'est dans le cadre de la loi climat et résilience, le zéro artificialisation nette. Personne ne sait comment ça va être mis en place, tellement c'est complexe. Et puis en face, il y a vous. Véritablement, le consommateur, l'expression avait été mise en avant, et toutes les démarches citoyennes qui vont aussi faire évoluer les choses. Merci beaucoup, vous avez très bien éclairé cette question qui n'était pas évidente. On ne peut pas évoquer, parler de ce film dans ce débat sans parler de la place de la femme qui est réduite à l'état de mobilier, qui apparaît bien loin d'engager des révolutions. Mathilde Oezi, le film questionne justement donc cette place de la femme dans ces grands bouleversements du monde. Peut-on faire un parallèle avec le monde actuel, et quelle est votre position sur l'écoféminisme ? Pensez-vous qu'il pourrait être une réponse à la crise climatique que nous vivons ? Merci pour cette question et de mettre en avant aussi cet aspect-là dans le film. Alors un parallèle avec le monde actuel, on n'a pas rendu là. Ce film est aussi agit aussi en tant qu'alerte. Mais quand vous m'avez posé cette question pour préparer le débat, je me suis rendu compte que la première façon d'y répondre, c'est de se rappeler de la phrase un peu phare de Simone de Beauvoir,
qui avait dit il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Et on le voit à nouveau dans ce film, c'est une nouvelle démonstration. Il y en a d'autres qui le font. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a en tout cas des exemples, par exemple, en tout cas aux États-Unis, où récemment, il y a eu un président au pouvoir très conservateur qui s'en est pris aux femmes et qui a eu un impact, en prenant certaines décisions qui ont eu un impact sur la vie des femmes. En nommant 2 juges à la Cour suprême, il est revenu, ça a permis de revoir, en tout cas, la protection de l'IVG au niveau fédéral. Donc, quand il y a des crises politiques, je ne sais pas si on peut parler de crise politique au sens propre aux États-Unis, mais en tout cas, dès qu'il y a des décisions politiques et des hommes qui veulent prendre le pouvoir et sans doute affirmer une forme de domination sur d'autres, les droits des femmes peuvent être remis en question. Et ce film m'a aussi fait penser à une série qui s'appelle The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, où la série met aussi en avant une crise politique, religieuse et une crise écologique surtout, puisque certains d'entre vous, j'imagine, l'ont vu, mais c'est donc une société qui fait face à des gros problèmes de natalité, de fertilité, en raison justement d'une crise écologique, de pollution massive. Et pour faire face à cette crise de la natalité, il y a une secte qui prend le pouvoir et qui réduit en esclavage les seules femmes fertiles qui ont eu des enfants. Donc voilà un exemple ouais, un exemple de crise et de série qui nous interpelle sur des choses qui peuvent potentiellement se mettre en place. C'est vrai que les femmes ont encore un seul pouvoir à elles, c'est effectivement ce pouvoir d'enfanter, de créer la vie. Et souvent, dans les sociétés, il y a un fort contrôle des hommes autour de ce sujet-là quand il y a une crise, qu'elle soit donc politique, religieuse ou économique. Voilà pour les alertes, en tout cas. Et puis sur la question de l'écoféminisme, du coup c'est un terme qui a été forgé par Françoise Daubonne, qui est une autrice et féministe française. Donc ça remonte à ces années-là, c'était en 74, donc c'est à peu près au même moment que le film. C'est un terme qu'elle avait forgé dans un ouvrage qui s'appelait Le féminisme ou la mort. Voilà, elle était très très engagée et très militante. Et donc elle mettait en avant les liens entre la destruction de l'environnement et l'oppression subie par les femmes, en disant que ça reposait sur un même système de violence et de domination. Voilà, ce qu'elle pointait du doigt, c'est le système capitaliste qui à la fois extrait énormément de ressources, sans doute plus que ce dont on a besoin, et qui se repose aussi sur une main-d'œuvre peu chère, parfois peu qualifiée, et puis qui peut du coup s'en prendre aux femmes, en profiter en tout cas de leur domination. Donc c'est ce système de prédation qu'elle remettait en question. Voilà en tout cas pour une lecture plus politique de l'écoféminisme, parce qu'aujourd'hui il y a plein de mouvances, mais en tout cas celle que définissait Françoise Daubonne, c'était celle-ci. Du coup, effectivement, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, puisque du coup les systèmes d'oppression des ressources peuvent être aussi ceux qui oppressent les femmes, ou en tout cas les décisions peuvent être souvent ça marche, oui. Ou les systèmes politiques qui les mettent en place, ou les personnes qui sont à la tête de grosses entreprises très extractives sont aussi souvent des hommes. Donc voilà, il y a un parallèle sans doute à avoir en tête. Et je pense que c'est bien d'avoir cette question en tête aussi parce que les femmes sont les premières victimes des crises climatiques, des catastrophes climatiques. Parce que ce sont celles qui sont en situation de plus grande précarité, qui ont moins d'indépendance économique. Elles ont aussi souvent des activités qui sont très liées à la nature, mais sans être forcément propriétaires de leurs terres. À l'échelle de la planète, en tout cas, beaucoup de femmes travaillent au niveau agricole avec
avec la terre. Et puis, du coup, 70% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté sont des femmes. Donc il y a aussi cet enjeu-là, derrière la lutte contre le changement climatique, il y a aussi un enjeu d'égalité à atteindre. Donc il y a une question sociale dont on parlait tout à l'heure sur les inégalités sociales de revenus, mais il y a aussi des enjeux de genre, quoi. Merci beaucoup. On commence à arriver un peu à la fin du débat, donc on va essayer d'être un petit peu plus bref. Mais bon, j'ai quand même envie de poser les questions préparées. Dans cette démarche de trouver des solutions à une société plus humaine, pour en revenir au titre de notre débat, vous, Pierre Bruno, en tant qu'acteur local d'un problème global, dans quelle mesure l'agriculture telle que vous la pratiquez, atelier du goût, jardinage, agriculture urbaine dont vous nous parliez tout à l'heure, pourrait constituer un des remèdes à une société toujours plus fragmentée, et comment le travail de la terre est pour vous vecteur de lien social? Ah oui, je suis un acteur local, alors c'est ça. Je peux surtout vous partager ça à travers ce que j'ai vu dans les potagers depuis 1 an et demi. C'est des réalités qui sont très disparates. J'en ai parlé sur les 2 potagers différents tout à l'heure. C'est aussi des situations, mais comme ce que vous évoquiez tout à l'heure, en fait, cette terre alimentaire, on se rend compte aussi en ville, ce qui n'est pas très nouveau au demeurant, mais que les sols sont extrêmement pollués. Les situations sont très disparates en fonction des différentes villes, des différents bassins et donc ça oblige à s'impliquer et à faire des choses différemment. Il faut vraiment être multi-casquette, réussir à faire plein de choses en même temps. Franchement, c'est hyper compliqué. L'agriculture urbaine a depuis longtemps, si tant est que ça a été sa vocation un peu première un jour, abandonné d'être nourricière. Enfin, moi, c'est ce que j'en vois un peu de l'intérieur. Certaines assos, certaines autres structures sont un peu plus ambitieuses là-dessus. Moi, j'ai l'impression que c'est plus le cas. Et ça me rappelle un bouquin que j'ai. Alors, il faut que je fasse court. Mais j'ai l'impression que ce qui est important, c'est de réussir à partager des choses avec des gens, dans la mesure où on a encore un terrain de jeu qui est disponible et qui a moyen de faire vivre et de redensifier, de faire aller vers du plus complexe, de transformer un terrain pourri en terrain avec des vers de terre, du couvert, avec de la vie quand on soulève quelque chose. Il y a encore moyen de faire ça. Oui, c'est vrai que les coefficients de construction et tout ça peinent à faire quoi que ce soit. En général, c'est plutôt du sédum, des petites plantes qui sont mises sur les toits plutôt que de favoriser d'autres systèmes un peu plus complexes quand on construit des bâtiments. Il y a plusieurs façons de faire de l'agriculture urbaine ou du lien social. Le lien social, c'est marrant parce que c'est un mot dans lequel moi j'ai vachement de mal à me reconnaître. C'est très demandé par la mairie, par exemple. Favoriser du lien social. Moi, je sais pas faire du lien social. Je fais plein de trucs. Je sais causer avec des gens. Je sais planter une bêche, mais je sais pas faire du lien social. Et ça dépend beaucoup des publics à qui on a affaire. Là, l'association pour laquelle je travaillais pour le coup, a une ferme urbaine qui est sur l'île de Nantes, qui est une ferme qui a une vocation qui est en vérité beaucoup plus pédagogique. On est très très loin de la ferme. Telle qu'on peut l'acceptation un peu classique d'une ferme. Ça dépend beaucoup des publics avec qui on fait des choses. À la fois, on est capable d'accueillir des publics qui sont très seuls. Pour le coup, je sais pas si à l'échelle de tout le projet sur lequel moi j'ai travaillé, ça peut être généralisé, mais c'est 90% des gens qui venaient, c'était des femmes qui s'impliquaient dans les jardins. Des femmes souvent isolées et déjà impliquées dans plein d'autres milieux associatifs. Et entre eux, donc ces publics-là, même si c'est assez affreux le mot de public, mais il y a des énormes différences entre donc des précaires et puis des ateliers d'1 heure qui peuvent coûter 30 € pour des urbains qui sont plutôt en quête de loisirs, quoi. On parle vraiment pas de la même chose, mais malgré tout à un même endroit. Et des mêmes personnes ont fait ces choses-là différentes. Ce qui demande aussi de penser un peu à la considération un peu préalable des publics cibles. Quand on a en tête des publics cibles, on part avec, j'ai l'impression qu'on part avec des préjugés.
et qu'on peut avoir tendance à faire la même chose et un produit un peu à faire un produit quoi. Et alors que le plus intéressant c'est de parler de sensible, de parler d'émotionnel. Souvent les jardins ça rappelle des choses aux gens. Beaucoup de gens qui ont plus de 60-70 ans ont eu des contacts avec des jardins, enfin ce qui n'était pas une chance, mais avec aussi, ben ouais, c'est un terrain de jeu, donc il y a des mauvais souvenirs, ouais. Mais donc, voilà, on fait court et puis s'il y a des questions là-dessus, après on reviendra. Mais en comparaison des surfaces énormes qu'il peut y avoir autour des villes, et même si on peut pas nourrir une seule ville avec le bassin tout autour, si on rattache ça en plus à la ville, ça permet de se rendre compte que les différentes échelles auxquelles on parle. Merci beaucoup. Bon, on a un peu dépassé déjà. Avant de passer au temps des questions du public, on va juste finir sur une dernière question pour vous, Monsieur Toulmont, qui sera plutôt tournée sur les régulations politiques et sociales. On a tous en tête la scène de la dégageuse dans le film avec son lot de violences policières. Selon vous, les tensions sociales, sont-elles inéluctables dans un monde écologiquement contraint et politiquement instable ? Et démographiquement explosif, si on peut utiliser encore ce terme après ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Alors, je vais essayer de répondre en 30 secondes à cette question pour laisser de la place au débat. Donc, j'aurais tendance à dire non. Le problème, il y a des catastrophes climatiques qui fait qu'il y a des gens qui sont en très grand désarroi, qui sont obligés de se déplacer. Mais ces gens, ils vont se déplacer de 20 km, 50 km, 100 km. Ils vont avoir des énormes difficultés, mais le fait qu'on soit 8 milliards ou 10 milliards, ça ne change rien à ça. Et donc, il y aura certainement on le voit bien, il y a des difficultés. Alors, il y a un sentiment d'inquiétude, mais il faut voir aussi qu'on est beaucoup plus informé maintenant qu'autrefois. Quand il y a une catastrophe climatique et qu'il y a des gens qui sont déplacés, on le sait tout de suite. Alors, on n'agit pas forcément de façon très efficace, mais il y a une visibilité des difficultés qui est plus forte. Mais encore une fois, c'est pas la pression démographique qui va créer les difficultés. Et même si les deux phénomènes sont pas complètement indépendants, mais on peut dire il y a eu un peu une urgence en termes de gestion des ressources. Mais cette urgence, elle ne doit pas porter sur un effort pour faire diminuer la population. Parce que la population, de toute façon, elle va continuer à augmenter de plus en plus lentement. Et c'est à horizon de 40 ou 50 ans qu'on pourra éventuellement, si on veut faire par exemple que la population du monde diminue, pourquoi pas, ça serait possible, mais certainement pas avant 30 ou 40 ans. Mais d'ici 30 ou 40 ans, il y aura des problèmes de consommation de ressources qui seront déjà, qu'il faudra avoir résolus bien avant, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser un peu de place au débat, si vous voulez. Merci beaucoup. Effectivement, vous voulez laisser un petit peu de temps au public si vous avez des questions. Est-ce que ça vous fait réagir sur les sujets du film et du débat sur ce qu'on vient de dire ? Bonsoir. En tout cas, merci pour vos paroles. Dans le film, on voit qu'on est arrivé donc à la limite d'un système, le système de la ville, qui du coup manque de résilience. Il y a une délocalisation de la production alimentaire. L'énergie, on n'en a pas parlé. Pardon ? Oui. Oui, parce que justement, c'est plus fiable et on est arrivé au-delà du point critique. Est-ce que il y a des modèles de société, enfin de métropole, on va dire, qui arrivent à leurs limites et où on voit que il y a un gros problème de non-retour. Moi, j'ai en tête quand j'étais jeune et que je jouais à SimCity. Il arrivait toujours à un moment donné où il y a tout qui partait en vrille. Il y avait beau essayer de mettre plus de police ou plus de pompiers, il y avait des feux partout. Et le seul moyen de remédier à ça, c'était de recommencer une nouvelle partie. Sauf que, nous on est des êtres humains et c'est pas trop possible. Est-ce que du coup il y a des modèles, il y a des villes qui ont atteint un stade critique où
on a un peu un phénomène de non-retour. Monsieur Toulmont, c'est peut-être une question plutôt pour vous. Bon, les grandes mégalopoles, la plus grande ville du monde, c'est Tokyo. Donc, c'est pas un endroit où les gens meurent de faim à grande quantité. Il y a des immenses bidonvilles dans certaines villes d'Afrique qui posent des problèmes très très compliqués d'aménagement. Mais SimCity, on finit toujours par perdre, mais tous les jeux, on finit toujours par perdre. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de planète de secours, il n'y a pas de plan B. Donc, le fait que les humains sont de plus en plus dans les villes n'est pas forcément un problème. On l'évoquait, ça pose des questions de flux, mais on ne va pas tous aller vivre à la campagne. C'est pas comme ça qu'on va résoudre la question. Donc j'aurais tendance à dire, c'est pas tant la taille des villes qui pose problème, parce que les villes, elles croissent parce qu'il y a des gens qui viennent, ou elles croissent parce que les gens font des enfants sur place, ou bien elles croissent parce qu'elles s'étendent et elles prennent de là. On parlait de l'extension des villes. Donc, enfin, disons, pour répondre à votre question, c'est pas l'urbanisation qui est le problème principal. Il y a des villes qui sont très problématiques, mais c'est pas forcément les plus grosses. Si je peux compléter les choses, effectivement, les mégalopoles, les problématiques, on les connaît effectivement, de pollution, notamment pollution de l'air en particulier. Mais est-ce qu'il y en a où on a déjà dépassé un certain seuil? Non, puisque les gens y restent, d'une certaine manière. Donc c'est ça aussi la difficulté, c'est jusqu'où tout individu accepte finalement des contraintes, un certain nombre d'effets négatifs, et ne part pas vivre ailleurs. Il y a ça aussi qu'il faut se poser comme question. Moi, je suis allée à Pékin c'était en 2008. Alors, on était allé visiter un vignoble qui était en périphérie de Pékin. Premier périph', deuxième périph', troisième périph', cinquième périph', huitième périph'. Bon, on s'y fait. Et autrement, vous prenez un pays comme le Chili, il y a régulièrement des séismes. Et moi, j'avais entendu une conférence justement d'un chercheur qui nous disait « Oh, mais nous, les villes, ça nous pose pas de problème. Hein. Il y a un séisme, on rase tout et on reconstruit autrement. C'est-à-dire, si on avait un plan damier, on va faire autre chose. On sait faire ça. Donc après, c'est aussi quelle capacité de résilience on peut avoir par rapport à ces questions-là, quoi. Merci beaucoup. Et il y a aussi la question de comment héberger, loger tout le monde sur la Terre. Et on sait aussi que justement rêver de tous habiter en campagne, ça ne tient pas justement face à la démographie qui continue d'augmenter, même si ça va stagner, ça ne tient pas pour héberger tout le monde. Donc les villes sont aussi permettent aussi de réunir certains moyens de se loger dans des plus petites surfaces, d'avoir des circuits d'eau usée à l'échelle d'un bâtiment. Et en fait, ça aussi, sur le plan écologique, on en parle peu parce que ça paraît antinomique avec notre vision de la nature, mais il y a quand même une empreinte souvent un peu moindre. Merci beaucoup pour la précision. Bonsoir. Ma question, elle est plus à long terme. Comment on fait pour contrer l'effet ciseau de la réduction de ressources avec le besoin d'investir de plus en plus pour faire face à ce genre de catastrophes naturelles qui, si on parle de Chili, si demain ils ont un autre tremblement de terre et qu'ils n'ont pas assez d'essence pour faire tourner les bulldozers, comment ils vont faire pour reconstruire? Et par extension, comment nous on pourra faire pour reprendre un modèle qui a besoin de beaucoup de ressources, qui diminue régulièrement, de plus en plus, et que non seulement pour des contraintes naturelles, mais aussi par des contraintes politiques. Voilà. Vaste question, dit-on.
à partir du moment où prédomine de toute façon un modèle néolibéral, je dirais que c'est l'économie qui tire les choses. Tant que la société du pétrole est rentable, etc., on va rester sur ce modèle-là, même s'il y a des problèmes. Maintenant, on essaie déjà de trouver d'autres solutions. Donc en termes de plus long terme, on sait, même si certains ne veulent pas l'avouer ou agir trop frontalement sur le sujet, mais on sait pertinemment qu'il va y avoir des évolutions nécessaires, à minima des évolutions. On est bien dans une phase de transition. Le mot transition, on le voit à toutes les sauces aujourd'hui. Alors ça donne pas de solution en tant que telle, mais on connaît un certain nombre de limites, on réfléchit à d'autres solutions. Si je repars dans le domaine agricole, on travaille énormément aujourd'hui sur des semences moins gourmandes en eau. On expérimente en France tout un certain nombre de productions tropicales. Parce qu'on sait très bien que demain, on fera plus forcément du blé, mais peut-être plutôt du millet. Donc il y a toutes ces logiques qui se mettent progressivement en place. Et je pense qu'il y a tout un certain nombre d'expérimentations et d'innovations qui, demain, vont plus facilement se développer. Regardez le quinoa, qui est une culture typiquement des Andes. On en cultive facilement dans le département de Maine-et-Loire, du Maine-et-Loire. Au nord de Nantes, à Tréfieux, vous avez une exploitation qui vous produit du thé. Donc, on sait qu'il y a toute une démarche, il y a toute une dynamique à mettre en œuvre. Il suffit qu'il y ait, vous avez raison, une vraie volonté politique d'aller dans cette direction-là, et on ira. Avec des bémols, hein. Quand on regarde la politique agricole commune telle qu'elle vient d'être actée, etc., on peut se poser des questions, c'est certain. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup déjà pour tout ce que vous avez dit. Je pense que, un premier commentaire d'abord, je pense que le film, vous l'avez qualifié de noir, mais je pense que ce qui est encore plus noir, c'est que c'est la fin du film où on se dit que même si il hurle auprès de tout le monde que ce qu'on sait, ce qu'on apprend, c'est pas sûr que les personnes renoncent à ce modèle-là. C'est ce qui est le plus triste. Alors j'avais deux questions. La première question, c'est vraiment une question de savoir si aujourd'hui la surface qu'on a, la surface cultivée, les terres alimentaires, comme vous les appelez, sont suffisantes pour nourrir la population. Si on changeait le modèle agricole avec peut-être un peu moins de surface pour nourrir des animaux et plutôt pour nourrir des humains, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ce qu'on a, et avec une hypothèse de 3 milliards d'habitants en plus? Et la deuxième question qui n'a rien à voir, c'est peut-être plus pour vous. Vous avez parlé d'écoféminisme, de la place des femmes. D'ailleurs, je suis désolé d'être le troisième homme à prendre la parole ce soir d'affilée. C'est Marine Le Pen, Liz Truss, Giorgia Meloni. Est-ce que vraiment c'est une question de genre, ou c'est plutôt l'attribut du pouvoir qui nous amène vers ces catastrophes? Merci. Alors, sur les histoires de terres cultivées, il faut vraiment avoir... a priori, on a assez. Je dis bien a priori. Pourquoi? Parce que il y a tout un certain nombre de terres qui sont cultivées aujourd'hui. Dans 10 ans, vous les cultivez plus. Parce qu'elles deviennent progressivement stériles. Mais la chance que j'évoquais tout à l'heure, c'est de se dire qu'avec le réchauffement climatique, vous avez tout un certain nombre de terres qui aujourd'hui sont sous les glaces. C'est le permafrost, cette terre qui est gelée en permanence. 3 degrés de plus, on récupère la Sibérie en surface agricole. Quelle chance! Donc vous voyez, non, je plaisante, hein. Mais il n'empêche que, a priori, des terres, il y en a suffisamment. Après, pourquoi un certain nombre de personnes ont faim encore aujourd'hui, notamment des agriculteurs? C'est pas tant, alors c'est une question de productivité. C'est pour ça qu'il y a des progrès en termes de productivité à faire encore pour un certain nombre de productions.
Et puis, c'est surtout des problèmes de stockage, de logistique. Moi, quand je vais en Afrique, en saison des pluies, par exemple, vous avez un certain nombre de villes, elles sont plus du tout approvisionnées en légumes, parce que même faire 50 km ou 100 km sur les pistes avec des routes qui sont complètement défoncées, c'est plus possible. Donc il y a aussi ces problématiques-là. C'est pas que la terre, les surfaces en elles-mêmes, c'est qu'est-ce qu'on y plante, effectivement. Aussi pour les animaux, parce que les prairies jouent aussi un rôle par rapport au bilan carbone global, faut pas l'oublier. Et puis après, la disponibilité et aussi toujours la même chose, les déplacements, parce que vous pourrez jamais tout produire en un même endroit. Oui, et puis il y a la place peut-être des marchés sur les coûts aussi, qui font que certains... Et sur la question de l'écoféminisme, il y a des femmes qui sont antiféministes déjà, qui ne promeuvent pas, n'encouragent pas une égalité femmes-hommes et qui s'inscrivent aussi dans des systèmes de domination plutôt genrés au masculin. Ça, c'est des systèmes pour atteindre aussi certaines sphères de pouvoir qui ont été utilisées par beaucoup de femmes jusqu'ici. Et il y a des femmes qui ne cherchent pas à améliorer l'égalité femmes-hommes, en fait. Donc ça, c'était pour répondre en tout cas sur les exemples de Marine Le Pen, Liz Truss, et puis finalement qui ne vont pas favoriser l'égalité femmes-hommes et peut-être pas non plus une égalité sociale envers des personnes qui sont discriminées. Voilà, il y a les femmes, il y a aussi les personnes racisées, il y a des personnes qui sont plus pauvres. Et en fait, par exemple, Liz Truss, c'est une femme qui est une conservatrice, libérale, qui va pas forcément tendre la main aux personnes les plus démunies. Donc, forcément, il y a cet enjeu-là. L'écoféminisme, c'est une lecture politique, une utopie peut-être politique, pour montrer qu'il y a des liens et qu'il y a sans doute une matière à remettre en question le système dans lequel on est, qui du coup a un impact plus fort sur les femmes et les personnes discriminées en général. D'ailleurs, il n'y a pas que les femmes. L'écoféminisme est un mouvement qui est très solidaire avec, par exemple, qui regarde beaucoup l'impact que le capitalisme a sur les pays du Sud, par exemple, qui sont aussi ceux qui font le plus les frais du système capitaliste dans lequel on est. Donc voilà, après c'est une connexion entre ces luttes et renverser le patriarcat selon l'écoféminisme permettrait, c'est aussi renverser le capitalisme et donc mettre fin à deux systèmes d'oppression qui ont beaucoup de connexions aujourd'hui dans notre société. Voilà. Bon, merci beaucoup. Question d'horloge, on va devoir s'arrêter là. Merci à tous d'être présents ce soir. Merci encore à vous quatre d'avoir fait le déplacement de plus ou moins loin pour Paris, pour Monsieur Tout-le-Monde par exemple. On va pouvoir se retrouver à l'espace convivial si vous avez d'autres questions et si vous voulez prolonger un petit peu la soirée avec nous. Encore merci. Bonne soirée.